Alors, merci à vous d'être venus. Merci en particulier à tous ceux qui étaient là il y a une quinzaine de jours et qui ont assisté à un naufrage en direct, qui était un malaise que j'ai eu en pleine présentation de ma conférence et qui m'a valu d'aller faire un séjour aux urgences pendant la période du Covid, mais qui finalement se révélait ne pas être grave. Alors voilà. Bon, j'espère que ça va pas recommencer parce que le comique de répétition, ça va bien comme ça. Alors, ce que j'ai essayé de vous raconter aujourd'hui, c'est un peu la suite. Je vais un peu, comme le disait tout à l'heure, reprendre ce que j'ai raconté la fois dernière, en le résumé, bien sûr, synthétiser un peu, et puis poursuivre. Alors, pourquoi ça chauffe, à quoi s'attendre, les conséquences et le réchauffement dans son contexte. Alors, il y a 15 jours, donc, je disais que le GIEC s'entêtait de rapport en rapport à insister sur la responsabilité de l'activité humaine dans le réchauffement. Alors, qu'est-ce qui justifie l'entêtement du GIEC? Ce qui le justifie en particulier, c'est la théorie de l'effet de serre, qui est une théorie très solide et très largement validée, quoi qu'en disent certains, et on reviendra un petit peu là-dessus. Elle est très largement validée, je disais, vous savez, ceux qui étaient là il y a 15 jours ont vu cela, elle est très largement validée parce que tous les jours, à 0 heure, temps universel, et à 12 heures, temps universel, tous les services météorologiques envoient des radiosondages dans l'atmosphère qui mesurent la façon dont la température varie en fonction de l'altitude. Et en même temps, tout le temps, tournent autour de la Terre des satellites météorologiques qui font exactement la même chose à distance. Et l'accord entre ces observations par les satellites météorologiques et les radiosondages est un excellent accord qui a fait faire un bond géant aux prévisions météorologiques. Or, c'était très exactement la même théorie qui est utilisée par l'un et par l'autre. Alors, cette théorie, je la résume un petit peu vite, l'effet de serre repose sur deux principes fondamentaux. D'une part, la théorie dont je vous parlais tout à l'heure, et d'autre part, les échanges de chaleur. Entre un corps et son environnement, les échanges de chaleur peuvent se faire sous trois formes, par convection et par conduction, qui nécessitent du transport de matière entre les deux corps, ou bien par rayonnement qui n'en nécessite pas. Or, la Terre est isolée dans l'espace, on ne peut donc pas transférer de chaleur par l'intermédiaire d'un transfert de matière, c'est impossible. Et donc, elle reçoit tout son rayonnement depuis le Soleil. Elle le reçoit sous la forme de lumière que l'on connaît, par grosse partie, c'est la lumière visible, mais pas seulement, il y a du proche infrarouge. La Terre, elle, émet toute son énergie sous forme de rayonnement aussi, c'est-à-dire en fait de lumière au sens large, mais qui est une lumière de grande longueur d'onde de l'infrarouge thermique. Comme la Terre doit rester en équilibre, elle doit perdre autant de chaleur qu'elle en gagne, sinon elle se réchauffe. Ça, c'est le principe de base, qui est un principe, je pense, facilement compréhensible pour tout le monde. La deuxième partie, c'est la théorie même de l'effet de serre. Alors, on entend dire parfois que c'est un terme inapproprié, parce que dans une serre, en réalité, c'est le fait que l'air froid ne peut pas rentrer dans la serre qui maintient l'essentiel, pour l'essentiel, la température de la serre à un niveau élevé. Mais la Terre, évidemment, ne pouvant pas échanger de chaleur avec l'extérieur, il faut considérer une serre sans cet aspect d'échange de chaleur possible avec l'extérieur, autrement que par rayonnement. Alors, essayons de voir un petit peu ce qui se passerait justement pour une Terre entourée d'une serre, en quelque sorte, et on va commencer d'abord par une Terre sans atmosphère. On essaye de faire son bilan d'énergie, on regarde ce qui arrive. En jaune, c'est le rayonnement solaire qui arrive sur la Terre. La Terre, maintenant, elle n'est plus ronde, elle est plate parce que c'est plus simple pour mon schéma. Et la Terre émet du rayonnement. Elle reçoit le rayonnement du Soleil en jaune, elle émet du rayonnement infrarouge qui est ici en bleu-vert. Les deux doivent être égaux. On peut égaler l'énergie reçue et l'énergie renvoyée. Il y a une loi très simple qui s'appelle la loi de Stéphane qui permet de savoir quelle est la quantité d'énergie qui est émise par un corps à une température donnée.
on en déduit que la température de la Terre doit être de moins 17 degrés centigrades. Alors, bon, voilà justement la Terre entourée d'une serre. Si on l'entoure justement d'une couche de verre, on refait les mêmes choses. Alors, le rayonnement solaire traverse la couche de verre qui symbolise ici l'atmosphère. L'atmosphère étant transparente, le rayonnement solaire est absorbé par la surface. La couche de verre supérieure ne fait strictement rien sur le rayonnement solaire. La surface émet à son tour. La couche de verre qui est au-dessus absorbe la totalité du rayonnement infrarouge. Elle est transparente au rayonnement solaire, elle absorbe le rayonnement infrarouge thermique. Elle l'absorbe, il n'en sort donc rien du tout. Sauf que la couche de verre elle-même est un corps à une certaine température qui émet donc, et elle émet dans les deux directions, vers le haut et vers le bas. On fait le bilan de la première de la couche de verre, on fait le bilan de la surface, on s'aperçoit que la température de la surface doit être de 30 degrés centigrades. Ça, c'est l'effet de serre. Est-ce que l'effet de serre peut être augmenté? Eh bien, voyons, on entoure la Terre d'un double vitrage. On fait les mêmes bilans et on obtient une température de la surface qui doit être de 63 degrés centigrades cette fois-ci. On peut encore ajouter une couche de verre, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, on fait les mêmes bilans et on trouve que la température à la surface doit être de 89 degrés centigrades. Et on peut continuer très très longtemps comme ça. À chaque fois qu'on va rajouter une couche de verre, on va augmenter la température à la surface. On va l'augmenter de moins en moins fortement, mais on continuera à l'augmenter. Un mauvais argument employé fréquemment justement par les climato-sceptiques est de dire que l'absorption du gaz carbonique sature et que donc l'effet de serre sature et qu'on peut donc rajouter autant de gaz carbonique qu'on veut, ça ne peut rien faire sur le réchauffement. Cet argument est totalement faux. D'abord parce que, on vient de le voir, le verre absorbe non pas une partie, mais la totalité du rayonnement infrarouge. Il est donc déjà totalement saturé. Et comme on vient de le voir, quand on rajoute une couche de verre, la température à la surface augmente. Quand on en rajoute une deuxième, elle augmente encore. Si on en rajoute une troisième, elle augmenterait encore. Et ainsi de suite, pour autant que les températures des couches de verre les unes après les autres diminuent les unes après les autres, ce qui est nécessairement le cas. D'où vient l'erreur fondamentale que commettent les gens qui maintiennent cet argument? C'est qu'ils oublient qu'un gaz ne fait pas qu'absorber, il émet également le rayonnement. La probabilité d'absorption est égale à la probabilité d'émission. Donc, les gaz à effet de serre absorbent le rayonnement infrarouge et ils émettent le rayonnement infrarouge. Et dans tous les raisonnements de ces climato-sceptiques, il n'est jamais question d'émission. Alors, vous allez me dire que l'atmosphère, ce n'est pas du verre. Bah, effectivement, ce n'est pas du verre. Si vous étiez martien et que vous regardiez la Terre depuis Mars, vous verriez, à la condition bien sûr d'avoir derrière votre télescope un spectromètre qui mesure le rayonnement qui est émis par la Terre en fonction de la longueur d'onde, vous décomposez tout et vous voyez une courbe comme la courbe en bleu. Or, si la Terre était du verre, recouverte d'une couche de verre, vous devriez voir une courbe en cloche, toute simple, qui est donnée par ce qu'on appelle la loi de Planck, qui est une loi bien physique, bien connue, bien déterminée. Et comme on sait que la température de la Terre est de l'environ 257 degrés, eh bien on aurait à peu près la courbe en vert. Ce n'est pas vrai du tout. Le martien se gratte la tête, il se demande à quoi sont dues donc de telles différences, et il se dit, c'est peut-être bien parce que la Terre a une atmosphère. Et en fait, il s'aperçoit que dans certains domaines de longueur d'onde, la température est bien plus élevée que 257 degrés, mais presque 300 degrés Kelvin, c'est-à-dire 27 degrés centigrades. Et puis qu'ailleurs, c'est bien inférieur. Ici, vous voyez, on est presque aux environs de 240 degrés Kelvin, donc moins 33 degrés centigrades. Ça lui donne une idée de la façon dont la température varie dans l'atmosphère de la Terre. Et puis, il identifie aussi de l'absorption par la vapeur d'eau, de l'absorption par l'ozone, de l'absorption par le gaz carbonique, encore de l'absorption par la vapeur d'eau. Il commence à connaître pas mal de choses
en fait, sur l'atmosphère de la Terre. Mais vous voyez que l'atmosphère est pour une bonne partie opaque au rayonnement qui provient de la surface. Aux longueurs d'onde de l'ordre de 15 microns, par exemple, qui est la bande d'absorption du gaz carbonique, on ne voit pas du tout les températures mesurées, ne sont pas du tout celles de la surface, mais au contraire celles de très haut dans l'atmosphère, celles de la stratosphère en quelque sorte. Dans ce domaine-là, il y a effectivement opacité de l'atmosphère. Alors, comment ça se passe en pratique? Eh bien, je schématise ici avec un dégradé l'atmosphère et la quantité de molécules de gaz absorbants qu'il y en a dans l'atmosphère. Alors, il y en a beaucoup près de la surface. Voilà la surface ici, c'est le niveau zéro dans cette courbe. La haute atmosphère ici, le sommet de l'atmosphère, et on regarde ce qui se passe au sommet de l'atmosphère. La basse atmosphère est chaude, la surface en particulier est très chaude, elle émet beaucoup de rayonnement. Mais comme il y a beaucoup de molécules au-dessus, ce rayonnement est très fortement absorbé. Et donc, il ne sort que très peu de choses en provenance de la surface. Si on regarde, au contraire, très haut dans l'atmosphère, la température est basse, il y a très peu de rayonnement émis. Par contre, il y a très peu de molécules au-dessus de ce niveau, et donc ce rayonnement-là est très peu absorbé. Il sort en quasi-totalité, seulement il n'y en a pas beaucoup. Alors on comprend bien qu'il existe forcément un niveau intermédiaire, qui est un niveau optimal, où on aura une émission qui sera plus importante que tout en haut, et une absorption qui sera quand même beaucoup plus petite que tout en bas. Si on augmente la concentration de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va augmenter le nombre de molécules qui se trouvent là-haut dans l'atmosphère. Et donc, le niveau optimal va se trouver un peu plus haut. Et puisqu'il va se trouver un peu plus haut, il va se trouver un peu plus froid, puisque la température diminue en fonction de l'altitude, et il va donc émettre moins. C'est très exactement comme ça que se passe l'effet de serre. Et l'effet de serre existe pour autant que la température diminue avec l'altitude. Si la température augmentait avec l'altitude, l'effet de serre sera inversé. Alors, il y a encore un autre argument, qui est un très beau argument, qui est employé par des physiciens, parfois, qui ne connaissent pas bien, finalement, le domaine, et qui invoque le deuxième principe de la thermodynamique. Le deuxième principe de la thermodynamique dit qu'un corps froid ne peut pas chauffer un corps chaud. Et donc, ils en déduisent que puisque l'atmosphère est plus froide que la surface, elle ne peut pas chauffer la surface, donc l'effet de serre ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et c'est un argument débile. Parce qu'il est faux. Bien sûr qu'un corps froid ne peut pas chauffer un corps chaud. Seulement, ce n'est pas du tout ça qui se passe. On fait là le bilan. Ça, en jaune, c'est encore le rayonnement solaire. En moyenne, chaque mètre carré de la surface reçoit 340 watts. Il y en a une centaine qui sont réfléchis. Il y en a donc 240 à peu près d'absorbés. Il y en a une cinquantaine qui sont absorbés dans l'atmosphère. Et le reste à la surface, ce qui fait qu'à la surface, on a 190 watts par mètre carré d'absorbés. En infrarouge, la température moyenne du globe étant aux environs de 15 degrés centigrades, ce qui est émis, c'est à peu près 390 watts. Il en sort 240 de façon à ce que la quantité de rayonnement infrarouge émise soit égale à la quantité de rayonnement solaire absorbé. C'est l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. L'atmosphère émet vers le haut et vers le bas, comme la couche de verre dont on parlait tout à l'heure. Elle émet à peu près 300 watts vers le bas. On peut le mesurer en quelque sorte, en mesurant par-ci par-là et en faisant une moyenne de toutes les observations. Par-ci par-là, beaucoup d'endroits, bien sûr. Moralité, dans l'infrarouge thermique, la surface qui émet 390, qui reçoit 300, perd 90. Au total, la surface gagne 190 watts par mètre carré en moyenne, elle en perd 90 en moyenne, elle est donc bénéficiaire de la différence, c'est-à-dire de 100 watts par mètre carré. Et ces 100 watts par mètre carré, devinez ce qu'elle en fait? Eh bien, elle les restitue à l'atmosphère. Et les 100 watts par mètre carré sont restitués comment? Eh bien, par convection, par les mouvements de l'atmosphère qui entraînent l'air, qui se réchauffe à la surface,
vers le haut de l'atmosphère dans une boucle qu'on appelle une boucle convective. Et en fait, vous voyez à quel point l'argument « l'atmosphère ne peut pas chauffer la surface » est un argument très mal utilisé, puisqu'en réalité, l'atmosphère ne chauffe pas du tout la surface, c'est le Soleil qui chauffe la surface. Ensuite, la surface chauffe l'atmosphère par l'intermédiaire de la convection. Voilà pour le deuxième argument à propos de l'effet de serre. Si vous avez des questions, posez-les. J'y répondrai très volontiers tout à l'heure. Alors, au point où on en est. L'effet de serre est une réalité physiquement très largement validée. Donc, on sait, puisque la quantité de gaz à effet de serre augmente, on sait que le réchauffement est en route et qu'il ne va pas s'arrêter de sitôt, qu'il est inéluctable en quelque sorte. Mais il reste beaucoup d'incertitudes. Parmi les incertitudes, il y a quelle sera l'amplitude de ce réchauffement. C'est vrai que les choses sont différentes si la planète se réchauffe d'1 degré ou de 10 degrés. À quelle vitesse ça va se produire? Ça aussi, c'est quand même très important. Est-ce que c'est notre génération, enfin la vôtre? Moi, je suis déjà un peu sur mon partant, hein, sur mon départ. Est-ce que c'est votre génération qui va être concernée? Est-ce que c'est dans 3 ou 4 générations? C'est quand même très important de savoir comment on va faire pour s'y adapter. Alors, d'autres questions, évidemment, qui sont connexes, hein, en quelque sorte. Pourquoi le réchauffement n'est pas régulier? Et pour essayer de rentrer un peu dans tout ça, on va devoir définir quelques mots-clés, en fait, de la recherche sur le climat. Qu'est-ce qu'on appelle un forçage? Qu'est-ce qu'on appelle des rétroactions? Et qu'est-ce que sont les couplages océan-atmosphère? Puis après, on verra les conséquences, les risques de basculement et le réchauffement dans son contexte. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le système climatique? Ben le voilà. En fait, c'est la Terre dans son ensemble. Mais c'est vite dit, ça. On va distinguer l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, c'est-à-dire tout ce qui est glacé, les banquises, la glace de mer, les glaciers de montagne. La biosphère, c'est-à-dire tout ce qui est vivant, dans l'océan comme sur les continents. Tout ça, ce sont des sous-ensembles. Entre ces sous-ensembles, il y a aussi la géosphère, que j'allais oublier. La géosphère, c'est toute la partie solide de la Terre. Entre ces sous-ensembles, il y a des relations qu'on appelle des couplages, c'est-à-dire des relations, des interactions très fortes entre les différents éléments. Alors, je dis très fortes, plus ou moins fortes, et surtout avec des constantes de temps qui sont très variables. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui réagissent très vite l'un envers l'autre et d'autres qui sont beaucoup plus lents. Par exemple, les interactions entre l'atmosphère et l'océan sont des interactions très rapides qui se font en quelques mois, jusqu'à quelques années, jusqu'à quelques siècles aussi. On a toutes ces échelles de temps-là. Par contre, dans l'atmosphère, les choses varient en quelques jours, quelques semaines au maximum. Les interactions entre l'atmosphère, la biosphère, la cryosphère, vous voyez, il y en a un peu partout, à des échelles de temps qui sont éventuellement très différentes, en particulier entre la cryosphère et l'atmosphère, sauf les événements abrupts parfois. Avec la géosphère, c'est-à-dire avec la Terre solide, les constantes de temps sont éventuellement très larges, sauf si l'on considère des éruptions volcaniques. Sinon, c'est la dérive des continents, hein, la tectonique des plaques, pour ne pas me faire attraper par mon épouse. Et là, le rythme est évidemment de l'ordre de millions d'années. Et puis, au-dessus de ça, parmi tout ça, il y a un autre sous-ensemble qui est l'homme, hein, l'activité humaine, qui interagit avec tout, absolument tout, à des échelles de temps qui sont en général très rapides. L'action entre la géosphère et l'homme est essentiellement du côté géosphère vers l'homme, très peu dans l'autre sens, mais sur des échelles de temps qui sont également très lentes. Ça, c'est le couplage. C'est l'ensemble du système climatique avec tous ces éléments et les couplages aux différentes échelles de temps entre ces différents éléments. Et pour comprendre comment va varier le climat, eh bien, il faut comprendre quels sont ces couplages pour comprendre quelles sont la réponse à ce qu'on appelle des forçages, c'est-à-dire aux contraintes qu'on va appliquer à l'ensemble de ce système. C'est quoi des contraintes? Les contraintes qu'on applique à tout le système, tout, depuis l'extérieur en quelque sorte. Un exemple typique, c'est une variation de l'éclairement solaire. Alors à quoi c'est dû? Ben, écoutez, imaginez que vous éteignez le soleil. Ça, c'est un forçage.
C'est un gros forçage, hein, je suis d'accord. Bon, il y a les forçages qui sont plus réalistes, bien sûr. Il y a les variations de l'éclairement solaire qui ont des causes naturelles, toutes naturelles. Et puis il y a des variations orbitales, c'est-à-dire la façon dont l'orbite de la Terre autour du Soleil varie dans le temps avec des échelles de l'ordre d'une centaine de milliers d'années et qui explique d'ailleurs l'alternance des glaciations et des interglaciations. Autre exemple, les volcans. Les volcans sont issus de la planète, bien sûr, mais ils éjectent dans la stratosphère des tas de poussières qui réfléchissent la lumière du Soleil et qui donc provoquent une diminution de l'énergie qu'absorbe la planète. C'est donc aussi ce qu'on appellera une contrainte qu'on va appliquer à l'ensemble de l'atmosphère et donc un forçage. Et puis, il y a bien sûr la perturbation de l'effet de serre qui est provoquée par l'activité humaine et qui est réinjectée en quelque sorte comme une contrainte extérieure à l'ensemble du système. Revenons donc aux définitions de couplage, c'est un peu vu, mais revenons aux définitions de forçage et de rétroaction. Le forçage, c'est donc une contrainte, un changement de composition de l'atmosphère ou une variation de l'insolation. Cette contrainte provoque une perturbation du bilan énergétique de la Terre, celui qui doit être équilibré, vous savez, recevoir autant d'énergie du Soleil qu'on émet de rayonnement infrarouge. Ce bilan est perturbé. Ça s'appelle un forçage radiatif. C'est la perturbation s'appelle un forçage radiatif. Il se mesure en watts par mètre carré. Ça provoque une perturbation du bilan énergétique de la Terre. Alors, le bilan énergétique de la Terre, c'est ce que je présentais dans quelques transparents antérieurs, où je parlais de l'équilibre entre la quantité d'énergie que recevait la Terre du Soleil et la quantité d'énergie qu'elle émettait. Ça, c'est le bilan énergétique. Il doit donc normalement être égal à zéro, en fait. La Terre, la quantité reçue moins la quantité émise égale zéro. Une perturbation se mesure en watts par mètre carré. C'est un forçage. Ce forçage peut à son tour provoquer une variation de la température. Cette variation de la température, à son tour, maintenant, provoque une variation de l'un des éléments du climat, qui, à son tour, provoque une variation du bilan énergétique. Alors, c'est un peu schématisé comme dans un amplificateur opérationnel. Si vous avez fait un peu d'électronique, vous savez ce que c'est. C'est un ampli, comme un autre, seulement on rajoute à l'entrée de l'amplificateur une partie du signal de sortie. Et cette partie-là est à nouveau amplifiée. Cette partie est proportionnelle, évidemment, à la quantité qui sort. Donc, on imagine ici que le système climatique est une sorte d'amplificateur dont le gain est G, qui transforme un forçage en une variation de température, et on renvoie une partie de cette variation de température comme une variation du bilan énergétique. Alors, sur un exemple, ça va être certainement beaucoup plus clair, mais on va y venir tout à l'heure. Sur les forçages naturels, d'abord. Les forçages radiatifs. Il y a des forçages qui sont naturels, les variations de l'irradiance solaire, avec en particulier, on connaît le cycle solaire de 11 ans, ça nous donne des variations d'à peu près moins de 0,1 watts par mètre carré, 0,05 à peu près. Il y a des volcans également. Et puis, il y a les forçages anthropiques. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, l'augmentation de l'effet de serre par le gaz carbonique, mais aussi par le méthane, l'oxyde nitreux, les chlorofluorocarbones, etc., tous les gaz à effet de serre, qui ne sont pas que le gaz carbonique, il faut bien avoir ça en tête. Le gaz carbonique représente à peu près les 2/3 de l'augmentation de l'effet de serre. Le tiers restant, c'est le méthane, c'est l'oxyde nitreux, ce sont les chlorofluorocarbones. Tout ce dont on ne parle pas en général, mais ça fait quand même un tiers, c'est pas rien. Tout ça, ça fait à peu près 2,8 watts par mètre carré. Alors, on va dire que c'est à peu près rien. Mais imaginez un peu ce bonhomme ici, qui est un équilibriste. De chaque côté de son pendule, il a 25 kilos et on rajoute 250 grammes. Et je crois que si on rajoute 250 grammes sur un des côtés de son pendule, il va devoir faire quelque chose pour réagir. Donc ce n'est pas rien. À ces forçages anthropiques qui tendent à réchauffer la planète, eh bien, il y a un forçage qui, lui, va dans le sens inverse, qui est le forçage des aérosols, qui sont des petites particules qui sont mises en suspension, aérosols qui sont produites par la combustion, justement, des gaz à effet de serre, parce que dans
par la combustion des fossiles, hein, du charbon, du pétrole et du gaz, parce que dans ces fossiles, il y a généralement du soufre. Quand on le brûle, on libère du soufre qui s'oxyde et qui, avec la vapeur d'eau, forme des petites gouttelettes qu'on appelle alors des aérosols. Et le forçage correspondant est un forçage négatif qui est loin d'être négligeable, puisqu'il représente presque moins 1 watt par mètre carré. Autrement dit, le forçage global, c'est 2,8 moins 0,9. C'est à ça qu'on a affaire actuellement. Les rétroactions, je vous disais que sur des exemples, ça va devenir beaucoup plus évident. Alors, une rétroaction, c'est quelque chose, donc on disait, on a d'abord un forçage, qui est l'augmentation de gaz à effet de serre, ça provoque un réchauffement, et ce réchauffement, à son tour, provoque une variation d'un des éléments. Alors, l'élément que je choisis maintenant, c'est la neige et la glace. Dans un climat plus chaud, la fonte des neiges arrive plus rapidement, où il y a de la neige sur une moins grande surface de l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est essentiellement de l'océan. Le résultat, c'est que la Terre réfléchit moins à la lumière du Soleil. La neige, ça réfléchit très très bien, ça réfléchit jusqu'à 80% de la lumière du Soleil. Donc la Terre va moins réfléchir de lumière, ce qui veut dire qu'elle va en absorber davantage. Si elle en absorbe davantage, eh bien, la température va encore augmenter, puisque le bilan radiatif va être déséquilibré encore vers des valeurs encore plus positives. On appelle ça une rétroaction positive. Elle amplifie le forçage initial. Alors bon, le plus simple, c'est de dire que c'était un effet boule de neige. Autre exemple, c'est la rétroaction de la vapeur d'eau. La rétroaction de la vapeur d'eau, c'est l'élément clé en fait. C'est ce qui fait toute l'amplitude du réchauffement. On sait que plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. En fait, c'est une loi qu'on connaît bien en chimie, qui est la loi de Clausius-Clapeyron. La quantité de vapeur d'eau que peut contenir l'atmosphère augmente d'à peu près 7% par degré. Et c'est quelque chose qu'on vérifie assez bien avec les observations satellitaires. On a grosso modo cet ordre de grandeur. Pas tout à fait, pas exactement, mais on a à peu près cet ordre de grandeur, c'est satisfaisant, surtout qu'on manque de recul et qu'on manque d'observation dans l'ensemble. Donc c'est bon. Or, la vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre. Et là, un effet de serre extrêmement puissant, bien plus puissant d'ailleurs que celui du gaz carbonique. Donc, si la quantité de vapeur d'eau augmente, l'effet de serre va augmenter. Et donc, on a tendance à avoir, encore une fois, une augmentation de la température. Un autre exemple de rétroaction, c'est celle du gaz carbonique lui-même, via les océans. On sait qu'actuellement, les océans absorbent à peu près le tiers des émissions de gaz carbonique. Seulement, voilà, plus l'océan est chaud, moins il en absorbe. D'ailleurs, les océans chauds, les plus chauds, ne sont plus des puits de gaz carbonique, mais sont maintenant des sources de gaz carbonique. Sur l'ensemble des océans, c'est encore un puits de gaz carbonique, c'est-à-dire l'océan dans son ensemble, toute latitude confondue, absorbe du gaz carbonique, mais c'est essentiellement dû aux océans froids. Et si donc l'océan se réchauffe, il va absorber moins de gaz carbonique. Il en restera donc plus dans l'atmosphère. On aura donc encore une rétroaction positive très forte. On cherche encore la rétroaction négative qui serait stabilisatrice. Et bien en fait, on la cherche et on ne la trouve pas. Alors il y en a une, c'est l'équilibre radiatif, qui fait que plus la Terre va être chaude, plus elle va émettre, et à un moment donné, elle émettra la même quantité de rayonnement que ce qu'elle absorbe. Les couplages. Écoutez, un bon exemple de couplage, c'est l'ENSO. Alors l'ENSO, c'est l'oscillation qui a lieu dans le Pacifique entre des épisodes d'El Niño et des épisodes La Niña. Sur cette courbe, qui voit les oscillations de la température d'année en année, j'ai marqué toutes les années El Niño et toutes les années La Niña. La Niña, c'est l'inverse d'El Niño. Qu'est-ce que c'est qu'El Niño? Ah, c'est vrai ça. El Niño, c'est une oscillation donc qui a lieu dans l'océan Pacifique et qui ramène de temps en temps, toutes les 4, 5, 6 ans éventuellement, tout l'air
chaud qui est poussé normalement par les alizés, alors, tout l'air chaud qui est normalement poussé par les alizés vers l'ouest du Pacifique, c'est-à-dire vers l'Indonésie, l'Australie, la Chine, etc., tout ça est ramené vers l'est, c'est-à-dire vers les côtes du Pacifique. Ça, c'est un événement El Niño. La Niña est l'événement inverse. C'est-à-dire, on a davantage d'eau froide ici et davantage d'eau chaude dans ce secteur. Ça concerne des millions de kilomètres carrés. Et ça a un impact à l'échelle du globe. Et on voit que toutes les années El Niño sont des années qui sont un peu au-dessus de la moyenne. Et toutes les années El Niña sont des années un peu en dessous de la moyenne. La plus grande variabilité, la plus grande partie de la variabilité interannuelle est due à l'ENSO. Alors, à quelle vitesse va avoir lieu ce réchauffement? Tout dépend, comme on vient de le voir d'ailleurs, de l'océan. 93% du réchauffement, enfin de l'énergie en plus gagnée par la Terre n'est pas dans l'atmosphère. Elle part dans l'océan parce que l'océan a une capacité thermique qui est 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère. C'est un gigantesque accumulateur. C'est là que va s'accumuler la chaleur. Une peu faible partie restera dans l'atmosphère, à peine 2%. Un peu sur les continents eux-mêmes, et puis dans la glace, de l'Antarctique ou du Groenland, etc. Et l'océan, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Dans l'océan, l'eau bouge, il y a des courants, il y a même une circulation qu'on appelle la circulation thermohaline, qui se fait sur la quasi-totalité des océans. Ça part un peu d'où on veut, puisque c'est une boucle. Enfin, on part souvent du golfe du Mexique avec le Gulf Stream, et puis ça plonge là aux environs du Groenland, et puis en plongée en bleu, ça se déplace jusque l'Atlantique Sud, ça tourne autour de l'Antarctique, ça remonte dans le Pacifique sur le fond, puis ça remonte en surface, et ça revient se balader par ici. Là, on a à peu près tout ce qu'on a vu avec El Niño d'ailleurs tout à l'heure. Et la plus grande, et tout ça, ça se fait en un millier d'années à peu près. Donc l'océan, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui stocke la chaleur, ici, essentiellement évidemment dans les régions tropicales, et qui va ensuite la rendre à l'atmosphère plus loin et plus tard. Et éventuellement beaucoup plus tard, puisque je vous parle d'une circulation de l'ordre du millier d'années. C'est ça qui va commander la vitesse du réchauffement. L'élément essentiel, c'est la réponse de l'océan. Alors avec tout ça, évidemment, il y a un mauvais argument qui vient très vite, c'est que c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas modéliser tout ça et que les modèles sont nuls. Alors pour répondre à ça, j'ai ici la prévision qui a été faite par James Hansen, qui était directeur d'un institut de la NASA à New York. Cette prévision a été faite en 1988 et il l'a fait pour différentes façons dont la concentration de gaz carbonique avait augmenté dans l'atmosphère. Et ces résultats sont ici en bleu. Voilà ce qu'il a prévu en 1988. Et donc, ça démarre, les prévisions commencent pour 1990-91. Voilà, en bleu, ce que ça donne. Les observations sont en bistre. Alors, vous allez me dire que les observations ne sont pas rigoureusement, ne suivent pas très très bien la modélisation. Ou l'inverse, bien sûr. Oui, mais il ne faut pas demander aux modèles de faire ce pourquoi ils ne sont pas faits. Ils sont faits pour prévoir l'évolution du climat. Or, le climat, ce n'est pas la météorologie, ce n'est même pas la variabilité interannuelle des choses. C'est quelque chose qu'on mesure sur au minimum 30 années. Et sur 30 années, justement, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, James Hansen? Il a prévu une augmentation de la température qui serait d'environ 0,6 degrés. Et c'est ce qu'on a observé sur 30 ans. À peu près 0,6 degrés pour l'hypothèse qui est d'une évolution de la concentration en gaz carbonique, qui est à peu près celle qu'on a observée également. Donc les modèles ne sont pas si nuls que ça. Et justement, tiens, les climato-sceptiques, en particulier l'un dont le nom apparaît là, s'amusent parfois à faire des modèles que j'appelle des modèles au pifomètre. Alors, le modèle en question qu'a fait François Gervais consiste à dire que la température augmente de façon linéaire d'à peu près 0,6 degrés, plus une variation qui serait périodique.
Alors, il ajuste son truc, et puis vous voyez, bah, ça marche bien, ça marche bien, ça marche pas mal. Ah zut, alors, ça marche plus du tout. Depuis, alors, son papier, il est paru dans les années 2000. Alors, évidemment, dans les années 2000, ça marchait pas mal, hein, c'est vrai. Mais voilà ce que ça donne. C'est moins beau que ce qu'a fait James Hansen, très nettement. Alors, à quoi s'attendre? Ben voilà, Niels Bohr, qui est un prix Nobel de la physique, hein, disait que la prévision a l'air difficile, surtout quand il s'agit du futur. Alors, on va s'y risquer quand même. Quel réchauffement? À quoi peut-on s'attendre? Cette figure essaye de résumer à peu près l'état des choses. Alors, elle est parue dans le dernier rapport du GIEC, et elle montre ce que serait le réchauffement d'après les modèles qui ont été utilisés, suivant la quantité totale de gaz carbonique qui aura été émise. En bas, c'est plus la quantité totale de gaz carbonique, mais c'est la quantité totale de carbone brûlé. Et entre les deux, le rapport est très simple. Quand vous brûlez une molécule de carbone, vous formez une molécule de CO2, seulement elle ne pèse pas le même poids, si on peut dire. Le carbone, c'est 12, et le CO2, c'est 44. Donc le rapport entre les deux, c'est 44 douzièmes. L'échelle ici, 500, multiplié par 44 sur 12, et vous êtes à peu près là. Donc, les couleurs, c'est l'ensemble des prévisions des modèles. En ordonnée, j'allais l'oublier, c'est le réchauffement par rapport à la fin du 19e siècle. Les courbes que vous avez là sont différentes projections qui ont été utilisées par le GIEC pour essayer de faire ces prévisions jusqu'en 2100. Parmi elles, vous avez une courbe qui vous donne des émissions qui s'arrêteraient en 2100 à moins de 1000 gigatonnes total, à pas beaucoup plus que ce qu'on a brûlé actuellement. Voilà ce qu'on a brûlé actuellement. En 2018, on a produit 2150 gigatonnes de gaz carbonique et avec un réchauffement de 1,15 degré. Et donc, la courbe en bleu marine correspond à quelque chose de très optimiste. On s'arrête très rapidement. Et puis, la courbe en rouge, là, c'est une prévision très pessimiste. On continue à peu près comme maintenant. En 2100, on est là-bas. Et on a un réchauffement qui est de l'ordre de 5 degrés. On voit que l'influence des émissions est absolument considérable. On change du tout au tout. Alors actuellement, on entend dire que les prévisions les plus pessimistes sont assez improbables. Voyons quand même. Il reste actuellement en réserve prouvée de pétrole, de charbon et de gaz environ 1000 gigatonnes, c'est-à-dire 1000 milliards de tonnes, qui ferait 3600 milliards de tonnes de gaz carbonique. Ça, c'est le trait bleu que je fais apparaître maintenant. On en a brûlé à peu près 500, il en reste à peu près 1000 que l'on pourrait éventuellement brûler si l'on brûlait jusqu'au fond. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas brûler complètement parce que les dernières réserves ne pourront pas être atteintes, ne pourront pas être extraites. C'est vrai, mais enfin, il est quand même très probable qu'on fasse encore d'ici une cinquantaine d'années d'autres découvertes. Et que donc ce chiffre peut être considéré comme quelque chose d'à peu près raisonnable. Supposons qu'on brûle tout. Si on brûle tout ça, on voit que le réchauffement va être compris entre un peu moins de 3 degrés et un peu plus de 4 degrés. Et qu'on se trouve donc dans les hypothèses, non pas les plus optimistes, mais pratiquement les plus pessimistes, soit la jaune qui est ici, soit la rouge. Alors, ça voudrait dire entre 3 et 4 degrés de plus par rapport à 1900, soit encore 2 à 3 degrés de plus que maintenant. Si on voulait rester en dessous de 2 degrés, eh bien, il faudrait donc se limiter à cette barre rouge-là, que j'ai mise horizontalement, et qui nous donne en valeur moyenne quelque chose comme au total 750 à 800 gigatonnes de gaz de carbone brûlé au total. Autrement dit, encore 200 à peu près. Au rythme actuel des émissions, on en aurait pour une vingtaine d'années. 40 au maximum.
Alors, vous me direz que il y a eu en 2015 la COP 21 durant laquelle les États se sont engagés à un certain nombre de choses, en particulier à limiter leurs émissions. Serions-nous donc sauvés pour autant? La courbe en vert représente ce qu'il faudrait faire pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. La courbe en rouge représente ce qu'il serait fait si l'on respectait les accords de Paris, ce qui n'est pas encore le cas. Et la courbe en bleu, ce qui arriverait si l'on continuait à peu près comme maintenant, c'est-à-dire no action, c'est-à-dire ce que certains appellent parfois business as usual. Le réchauffement correspondant, 2 degrés, bon, c'est le scénario le plus optimiste. Aux environs de 3-4 degrés, si l'on suit les engagements de la conférence de Paris, et aux environs de 4 à 5 degrés, si on ne les suit pas du tout, qu'on continue à peu près comme avant. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça va être facile? Alors, cette figure, ces 4 courbes-là, montrent que ça ne va pas être très très facile, parce que ça nous montre que tout varie d'une façon exponentielle, un peu comme le coronavirus en ses débuts. Hein, la population, entre 1950 et 2010, la population a été multipliée par 3. Le produit mondial brut a été multiplié par 10. Bon, c'est pas mal, ça fait 3,3 par personne. Donc, il y a eu une amélioration quand même du niveau de vie global. Hein, avec les inégalités, ça, c'est pas vu du tout par ce genre de données, bien entendu. Mais la consommation d'énergie a, elle, été multipliée par presque 10. Donc, ça ne va pas être simple parce que pour l'essentiel, on est totalement dépendant de l'énergie. Alors, j'ai représenté à nouveau ici ces scénarios. Hein. Pour répondre un peu à une question, c'est le pire scénario, qui est celui-ci, donc. Hein, pas d'action, business as usual, 3 à 5 degrés de réchauffement vers la fin du siècle. Est-ce que c'est vraiment impossible? Ce que nous disent un certain nombre de gens maintenant, y compris des gens très bien d'ailleurs, qui ne sont pas spécialement climato-sceptiques, hein, mais qui voient petit à petit baisser quand même les émissions, pas seulement à cause du coronavirus, hein, mais qui voient baisser les émissions, qui se disent les pires scénarios sont devenus impossibles. Est-ce vrai? Est-ce qu'on est sûr que c'est impossible? J'ai essayé de voir ça. Pour moi, c'est un mauvais argument. Les RCP dont on parle, RCP 8.5, ça veut dire Representative Concentration Pathway. C'est en fait la trajectoire en fonction du temps, à partir de maintenant et jusqu'en 2100, des forçages radiatifs, mais pas des émissions. L'RCP 8.5, ça veut dire que vers 2100, le forçage serait de 8,5 watts par mètre carré et ça provoquerait un réchauffement, on l'a vu, de 3 à 5 degrés de plus, c'est la courbe en bleu qui est ici. Est-ce que c'est possible donc? Avec 1000 gigatonnes de carbone, si on brûle tout et qu'on continue à brûler du méthane, l'oxyde nitreux, des chlorofluorocarbones, des gaz à effet de serre, qu'on augmente la concentration des gaz à effet de serre comme on le fait actuellement, on obtient déjà un forçage qui est de presque 6 watts par mètre carré. J'ai dit tout à l'heure que la combustion due des combustibles fossiles provoquait l'émission d'aérosols et que ces aérosols avaient un forçage qui était négatif. C'est un peu moins de 1 watt par mètre carré négatif. Si on arrête la combustion, ce forçage négatif disparaît. Il y aura en plus des mesures anti-pollution qui vont faire qu'il va disparaître plus rapidement d'ailleurs que ne vont s'arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ce forçage va tendre vers zéro. Enlever quelque chose de négatif, c'est comme ajouter quelque chose de positif. Moins par moins, ça fait plus. Autrement dit, on a déjà un forçage de l'ordre de 6,8 watts par mètre carré, presque 7. Et on n'a pas tenu compte de la rétroaction positive des océans, par exemple, dont je vous disais que si les océans sont plus chauds, alors ils absorbent moins de gaz carbonique, que donc il en reste plus dans l'atmosphère et que donc l'effet de serre est encore plus augmenté. Et puis, vous savez bien qu'il existe ce qu'on appelle les pergélisols, hein, ou le permafrost,
qui couvre toute une énorme partie de l'Amérique du Nord, puis aussi du continent eurasiatique, hein, toute la Sibérie en quelque sorte. Et avec le réchauffement, ce permafrost, il dégèle et il libère du gaz carbonique et du méthane, qui viennent s'ajouter à tout ce qui est produit par l'activité humaine. Alors, selon un dernier papier qui vient de sortir, la fonte du pergélisol, ça pourrait produire de 80 à 120 gigatonnes de carbone par degré de réchauffement. Ce qui fait que dans ces conditions, un forçage de l'ordre de 8,5 watts par mètre carré n'est absolument pas physiquement impossible. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus probable, on peut penser quand même qu'on n'ira pas jusque-là, mais physiquement, ce n'est pas impossible. C'est-à-dire qu'en cherchant bien, on peut y arriver. Alors, on peut dire, et si on ne brûlait que la moitié? Alors, si on ne brûle que la moitié de ces 1000 gigatonnes, on a un forçage qui est de l'ordre de 5 watts par mètre carré et un réchauffement qui est de l'ordre de 2 à 3 degrés centigrades, c'est-à-dire qu'on est à peu près là. Ce qui se passerait si on suivait les accords de Paris. Alors, quelles sont les conséquences du réchauffement à l'échelle globale? La première de toutes les conséquences des augmentations de gaz à effet de serre, en particulier de l'augmentation du gaz carbonique, est indépendante du réchauffement. Ça n'a rien à voir. C'est la même cause, mais ça n'a rien à voir avec le réchauffement lui-même, c'est l'acidification des océans. Et l'acidification des océans, ça a des conséquences considérables sur la vie dans les océans. Pas seulement sur les coraux, hein. C'est-à-dire c'est plutôt la température qui agit sur les coraux, mais aussi sur tout ce qui est une petite enveloppe calcaire, parce que les enveloppes calcaires, ça n'aime pas beaucoup ce qui est un peu acide, ça aime surtout ce qui est acide et ce qui est basique. Or, les océans seront moins basiques et moins favorables donc à tout ce qui a une enveloppe extérieure calcaire. Voilà. Bon, autre conséquence évidente, c'est la montée des eaux. Ça tend à une montée des eaux de l'ordre de 1 mètre dans le pire des cas, 50 cm très probablement au minimum, d'ici la fin du siècle. On pourrait dépasser cela si la fonte des calottes glaciaires augmentait plus rapidement que prévu. Alors, les calottes glaciaires, c'est le Groenland et c'est l'Antarctique. Il y aura davantage de sécheresse, il y aura des événements extrêmes. Alors, pourquoi plus d'événements extrêmes? C'est simple à comprendre. Une atmosphère plus chaude est une atmosphère plus dynamique parce qu'elle comporte davantage de vapeur d'eau, comme on l'avait dit tout à l'heure, 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. Or, c'est la vapeur d'eau qui est en quelque sorte le moteur de la circulation atmosphérique, parce qu'elle se condense. Quand elle se condense, elle forme des nuages. Elle est la cause de la convection profonde, de l'activité de l'atmosphère, des orages, des précipitations, etc. C'est la vapeur d'eau qui est l'élément moteur. Et c'est ça qui va provoquer les événements extrêmes. Or, ça va augmenter. Il y aura davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère. On aura donc une atmosphère beaucoup plus dynamique, plus comparable pour nos latitudes, plus comparable à ce qu'est une atmosphère tropicale, donc avec des orages très puissants, des précipitations très fortes. Bien sûr, on ne sera pas exactement comme dans les régions équatoriales, on sera quelque chose d'intermédiaire, bien sûr. Et on aura aussi, bien sûr, des vagues de chaleur. Et puis, il y aura les migrations, etc. Alors, je ne vais pas insister longuement sur ces conséquences, je pense qu'on en parle très, très souvent. Il faut bien avoir en tête simplement que le problème, ce n'est pas la moyenne, ce sont les extrêmes. L'habitabilité d'une région quelconque se mesure non pas par sa température moyenne sur l'année, ni même mois par mois, mais par la fréquence à laquelle on a soit des vagues de chaleur absolument extrêmes, soit des tempêtes, soit des choses qui font qu'on ne peut pas rester dans cette région. Par exemple, des inondations régulièrement, tous les ans, je ne sais pas ce qui c'est tout à fait tolérable pour tout le monde. Donc, les cyclones, par exemple. Et je vais prendre que 2 exemples, hein, que 2 conséquences. L'une, c'est les vagues de chaleur dont on dit qu'elles sont potentiellement mortelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vague de chaleur potentiellement mortelle? D'abord, évidemment, il faut qu'il fasse chaud. Mais pour l'essentiel, vous savez que quand il fait très chaud, eh bien, on sue. Et l'évaporation de la sueur est un mécanisme naturel qui provoque le refroidissement.
Ceci n'est possible que si l'atmosphère n'est pas elle-même saturée en vapeur d'eau. Si vous entrez dans un hammam, vous ne pouvez pas évaporer votre chaleur parce que votre peau est moite, elle est couverte d'eau qui ne s'évapore plus. Or, c'est l'évaporation elle-même qui refroidit votre corps. Donc, si vous avez 100% d'humidité relative et une température de 35 degrés centigrades, eh bien, vous n'évacuez plus du tout votre chaleur. Dans ces conditions, votre espérance de vie diminue sérieusement. Parce qu'il faut que votre organisme se mobilise entièrement pour essayer de maintenir les éléments essentiels, votre cœur, votre cerveau en particulier, en fonctionnement. Ça ne peut pas durer très très longtemps. Donc on est dans des conditions très difficiles, ce qui fait que pour vivre dans ces régions-là, eh bien, on a effectivement besoin, bien entendu, de se rafraîchir constamment, et puis utiliser autant que possible la climatisation. Hors climatisation, ces régions deviennent inhabitables. Difficilement habitables, disons, tout au moins en extérieur, évidemment. Actuellement, les régions qui sont touchées par des vagues de chaleur de ce type concernent essentiellement l'Asie du Sud-Est et puis l'Afrique subsaharienne. Avec un réchauffement mesuré, c'est-à-dire inférieur à 2 degrés, on voit que cela concerne un peu l'Amérique latine, là, et puis l'Afrique subsaharienne encore, et l'Indonésie, l'Inde, le Vietnam, avec des durées dans l'année, dans un nombre de jours, hein, où ces conditions sont atteintes, c'est-à-dire 35 degrés et 100% d'humidité, ou quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire que 40 degrés avec 90% d'humidité, c'est identique, bien sûr. Et ça, on l'atteint pendant une centaine de jours en Afrique du Sud subsaharienne, et jusqu'à 200 jours à peu près en Amérique latine. Avec le réchauffement le plus probable du scénario économe, là, 3-4 degrés, eh bien, les régions s'étendent. Ça s'étend aussi dans l'année où on a beaucoup plus de jours concernés. On atteint 200 jours par endroit, dans toutes ces régions, l'Inde en particulier, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique subsaharienne. Et puis, dans le scénario où on ne fait strictement aucun effort, qui est heureusement pas le plus probable, mais qui est possible, on vient de le montrer, là, ce sont des régions qui concernent des milliards d'individus et dans lesquelles c'est pratiquement toute l'année que ces conditions seraient rencontrées. Autrement dit, ces régions deviendraient pratiquement invivables. Or, de se calfeutrer en utilisant la climatisation. Autre conséquence tout à fait prévisible, surtout avec ce que je viens de dire, des régions qui deviennent inhabitables, ce sont évidemment les migrations. Alors ici, ce sont les prévisions de la Banque mondiale pour le milieu du siècle, pour 2050. Et ces prévisions, qui sont très mesurées en fait, sont de 90 millions de personnes à peu près en Afrique, 40 millions dans l'Asie du Sud-Est et une vingtaine de millions en Amérique latine qui vont devoir émigrer à cause du réchauffement. Alors, j'ai noté ici que les migrations se font essentiellement à l'intérieur du pays ou au voisinage immédiat. Ceci dit, on va déjà avoir avec ça 140 millions d'habitants à peu près qui vont être des réfugiés, dont il va falloir s'occuper d'une manière ou d'une autre, et puis dont une partie, évidemment, quand même, finira par essayer de venir chez nous, ce qui est quand même tout à fait, quand on y réfléchit, assez compréhensible. Et puis, c'est pas le plus gros danger. Les plus gros dangers du réchauffement, ce sont les inconnus, en fait, parce qu'on rentre dans un domaine qu'on ne connaît plus. Jamais dans le passé, alors je l'avais montré il y a 15 jours, mais jamais dans le passé de la Terre, les températures n'ont été aussi élevées que maintenant. Et surtout, n'ont été aussi élevées que ce qu'elles vont devenir dans les dizaines d'années qui viennent. Donc, en fait, on ne connaît pas vraiment ce climat. Et on pourrait se retrouver avec des bifurcations ou des points de non-retour, c'est-à-dire une évolution qui nous amène dans un climat totalement différent. Vous voyez ce que je représente ici. Là, c'est une échelle de temps.
Là, on a une évolution du climat vers un climat plus chaud. Hein, là, c'est un climat plus chaud, un climat plus froid, 1900, 2000, 2002, 2005, si vous voulez. J'ai pas, c'est simplement un schéma. Quelque part, un des éléments du climat change brutalement et nous amène avec un saut qualitatif dans lequel on rentre dans un climat différent. Ça ne se fera pas tout doucement, ça va se faire avec des oscillations, mais on ne reviendra plus jamais dans le climat précédent. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, ça pourrait être que, par exemple, depuis 2 millions d'années, le climat de la planète oscille régulièrement, tous les 100 000 ans à peu près, entre des périodes où la Terre comporte une grande partie de surface de glace, qu'on appelle les périodes glaciaires, et les périodes interglaciaires comme celles que l'on connaît actuellement, où ces surfaces sont réduites. Eh bien, un climat très différent serait un climat dans lequel il n'y aurait plus cette alternance et où on serait tout le temps hors période glaciaire. Ça nous pend un peu au nez. Et les candidats pour ce faire, eh bien, on les connaît. Il y a justement le pergélisol, hein, le permafrost, capable d'évacuer dans l'atmosphère des centaines de milliards de tonnes, peut-être, de carbone, sous forme de CO2 et sous forme de méthane. Il y a aussi la calotte antarctique et le Groenland. Ces calottes sont, pour une part, peuvent s'instabiliser, c'est-à-dire qu'elles, avant même de fondre, elles glissent beaucoup plus rapidement sur leur socle vers l'océan. Les icebergs se forment en beaucoup plus grand nombre et en beaucoup plus grande quantité. Et il y a une grande quantité de la glace qui se déverse dans l'océan. Il y a donc beaucoup moins de glace sur les continents et l'effet de rétroaction positive s'affole. Hein. Autre candidat encore, eh bien, on a ce qu'on appelle les clatrates. Alors, les clatrates, ce sont des hydrates de méthane qui sont stockés dans les sédiments marins à proximité des côtes, dans ce qu'on appelle les mers continentales. Et ces hydrates de méthane peuvent être libérés. Alors, en fait, c'est de la glace qui contient du méthane. Donc, si la température augmente, cette glace peut fondre et libérer son méthane. Ça se produit déjà un peu, mais seulement un peu. Les quantités sont gigantesques. Autrement dit, le méthane qui pourrait théoriquement être libéré en énorme quantité. C'est assez peu probable dans l'immédiat, même pour les siècles à venir, en ce qui concerne les clatrates. L'instabilité de la calotte antarctique concerne essentiellement l'instabilité de la calotte antarctique ouest, celle qui fait face à l'Amérique du Sud, à la Patagonie, si vous voulez. Là, c'est celle qui est ailleurs le plus au nord, donc vers les températures les plus élevées, hein, si on veut. Et c'est elle qui peut fondre le plus rapidement. D'ailleurs, elle s'instabilise déjà dès maintenant. Le Groenland est déjà aussi instable. Par contre, le reste de l'Antarctique est relativement stable. Donc, pas tout de suite. Mais la question peut se poser dès le 22e ou le 23e siècle. Alors voilà, est-ce qu'on a été alarmiste? Écoutez, moi, je pense que j'ai fait mon boulot. On a fait notre boulot, on l'a fait dès 1975, de 1980. Ça nous a amené à saisir en fait l'ONU, qui s'est un peu affolée sur les choses, mais les choses n'avancent pas très très vite. Mais nous, on a fait notre boulot. En tant que scientifique, on a tiré la sonnette d'alarme parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose de sérieux à l'horizon et que c'était notre boulot de le faire. Maintenant, c'est aux citoyens de faire le leur et d'imposer ses priorités s'il pense, le citoyen en question, s'il pense que c'est prioritaire. Il peut penser qu'il y a d'autres choses qui sont encore plus importantes. Ça, c'est son droit, c'est son choix de citoyen. En tout cas, le réchauffement, lui, il est inévitable. Il aura des conséquences qui vont être variables suivant les régions. Il y a des régions qui seront beaucoup plus défavorisées que la France. Hein, et en France, il y a des régions qui sont plus défavorisées que d'autres. Il va falloir s'y adapter. Pour s'y adapter,
Ça veut dire qu'il va falloir décliner en quelque sorte tout le travail du GIEC euh, à l'échelle régionale, voire à l'échelle locale, mais enfin bon, disons à l'échelle régionale, et voir quelles sont les implications de ce réchauffement dans tous les domaines de nos activités, et en particulier dans tous les autres domaines qui font de la prospective. Tout ce qui est investissement à l'échelle de quelques dizaines d'années, il faut qu'on ait en tête les conséquences qu'aura sur le domaine que l'on considère le réchauffement. Alors, l'effort d'adaptation comme ça à l'échelle régionale, eh bien, GIEC, il se fait déjà un petit peu en France, il se fait en Aquitaine, où un espèce de GIEC régional a été créé en Aquitaine et qui fait des propositions, ça s'appelle Acclimatera. La même chose a eu lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, et c'est moi qui ai présidé cette activité, ça s'appelait Cercle, ça a été fait avec l'ancienne majorité du Nord-Pas-de-Calais, et lorsque la majorité a changé, Xavier Bertrand n'a pas été très intéressé par les affaires d'environnement, et il a mis ça sous le boisseau et on n'en parle plus. Et chose amusante, c'est que le Sénat a sorti un rapport récemment avec un parti, comme d'habitude sur ces rapports, un président de la majorité et un rapporteur de la minorité, qui suggère que cette approche de déclinaison à l'échelle régionale donc du travail du GIEC, ce qui a été fait donc en Aquitaine, ce qu'on a été fait dans le Nord-Pas-de-Calais, que cela soit généralisé à toute la France et dans toutes les régions. C'est l'ironie des choses. Bon, et puis je vous ai dit que je parlerai du réchauffement climatique dans son contexte. C'est pas ce qu'il y a de plus gai parce que j'ai tendance à dire que s'il n'y avait que le réchauffement, on s'en tirerait probablement finalement pas si mal que ça. On s'en tirerait, évidemment, ça coûterait, ce serait très cher, un peu plus cher peut-être que le coronavirus, mais on s'en tirerait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Alors, s'en tirer, ça va être beaucoup plus difficile. Moi, je parle de la résonance des crises en général pour la moitié du siècle. On va connaître le maximum démographique aux environs de 10 à 11 milliards d'habitants vers la fin du XXIe siècle, et en particulier un problème aigu en Afrique, où la population va passer d'un peu moins d'un milliard d'habitants actuellement à 2 milliards, 2 milliards et demi vers 2050. Ça, c'est dans les tuyaux parce qu'en fait, la population est très très jeune en Afrique. La probabilité qu'elle soit de 2 à 2 milliards et demi est vraiment très très élevée. Vers la fin du XXe siècle, elle pourrait être supérieure à 4 milliards, la population d'Afrique. Ça, c'est déjà moins sûr. Parce que beaucoup de choses peuvent évidemment passer d'ici la fin du siècle. Entre parenthèses, ça nécessite, pour te dire le coup, en Afrique, de créer 30 millions d'emplois tous les ans. Autre problème, que l'on connaît bien, c'est la mondialisation et puis toutes les inégalités qui ont lieu à l'échelle mondiale, qui sont plus ou moins supportables, et dont on voit parfois que les gens n'ont pas beaucoup de peine à les supporter. Autre problème, c'est le problème de l'énergie. C'est un peu paradoxal, mais on risque de se retrouver à court d'énergie avant la fin du siècle. Et si on y prend garde, on va se retrouver à court d'énergie au moment où on aura le plus besoin de cette énergie pour faire face au réchauffement climatique. C'est paradoxal, mais c'est ce qui risque de nous arriver. Avec une énergie très très chère, très rare, parce que vers la fin du siècle, on ne disposera pas encore d'une énergie gratuite comme on le rêve avec la fusion nucléaire et les tentatives faites autour d'ITER. C'est assez peu probable que ça soit disponible avant la fin du siècle ou avant le dernier quart du siècle. Donc on va avoir de sérieux problèmes avec l'énergie. On sait que les concentrations urbaines vont être considérables avec tous les problèmes que ça peut poser de pollution, avec 70% de la population de la planète qui sera, vers le milieu du siècle, qui habitera en ville. On a aussi un très gros problème de ressources en eau. Et on a un stress hydrique qui va être augmenté du fait du réchauffement climatique lui-même. Autrement dit, les sols vont avoir de la peine à supporter ces sécheresses, ce qui va avoir des conséquences aussi sur la dégradation des sols et bien sûr sur la production agricole. Et donc, on va avoir de la peine à nourrir tous ces gens. En même temps, on sait bien que la biodiversité en prend un sacré coup actuellement. D'après l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui est ce qu'on appelle l'IPBES, hein,
1 million d'espèces sont actuellement en danger. Une bonne partie va disparaître d'ici la fin du siècle. Et puis par-dessus ça, comme pour ajouter une cerise sur le gâteau, il y a encore le climat. Alors, n'en jetez plus. Hein, ça commence à bien faire. Et je crois que nos enfants vont avoir, nos petits-enfants vont avoir un sacré problème. Et je leur souhaite bon courage. Je ne serai plus là pour les aider. C'est bien dommage, je le ferai volontiers. Voilà. Alors, bien sûr, ce qui pend au nez avec tout ça, ce sont des crises géopolitiques. Les crises géopolitiques, c'est un mot gentil pour parler de guerre. Ça peut être, il peut s'agir de guerre larvée, locale, un peu comme ce qui arrive actuellement, la petite guerre en Syrie, là. Hein, bon, évidemment, ça ne gêne pas trop. Non, bon, on verse une petite larme, mais enfin, c'est pas grave. Ça peut aussi être une crise à l'échelle internationale, et puis même une crise thermonucléaire, ça n'est pas impossible, c'est pas parce que c'est pas arrivé que ça ne peut pas arriver. Et justement, c'est un peu ma conclusion provisoire là-dessus. On rentre donc dans un monde qui est changeant. Le passé ne préjuge pas de l'avenir. Et mon petit bonhomme, mon petit Corse, là, qui dit que c'est cyclique, eh bien, il dit des bêtises. Alors, les choses ne vont pas être simples, et donc il faut refuser toutes les solutions simplistes. Voilà, il n'y a pas qu'à, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Yves. On va pouvoir passer au… Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu. Hein. Tu as fait à peu près 1 h10. Oh là, oh, excusez-moi, Mais je suis désolé. non, mais c'est pas grave, je pense que ça a intéressé pas mal de monde. Il y a une bonne partie des participants qui sont restés jusque-là. Et avant de passer sur les questions qui sont un peu techniques, il y avait une question qui était revenue. Il y a une personne qui voulait savoir quel est ton ressenti sur le statut de lanceur d'alerte que tu as eu pendant 35 ans sans être entendu, écouté. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et après, on passe aux questions plus techniques. Ah, ça fait râler quand même. Mais bon, on a vu, les gens qu'on a rencontrés, les gens avec qui on a discuté, les gens qu'on a rencontrés directement, les politiques qu'on a rencontrés directement, ils nous écoutaient gentiment et en général, ils nous comprenaient, si tu veux, ils étaient d'accord. Le problème plus compliqué, dire qu'il n'y a pas de volonté politique, c'est facile à dire, je crois. C'est facile de notre point de vue. Il faut se mettre à la place des politiques, ils ont tout à gérer en même temps. Et pour eux, ils ont le nez dans le guidon. Donc moi, je m'aperçois que bien qu'ils aient le nez dans le guidon, petit à petit, ils ont fini par s'y mettre. Pas assez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de les pousser au cul, quoi, parce que si on ne les pousse pas, évidemment, il y aura d'autres priorités qui vont passer. Hein. Mais ça commence un peu à venir. Ça, c'est ma version optimiste des choses. Ma version pessimiste, eh c'est ce que nous a fait Xavier Bertrand dans la région de Calais en sucrant complètement le programme. Ce qui veut dire que là, quand je vois ça, je me dis que on est mal parti, quoi. Vu les temps de réaction, vu que les choses s'accélèrent en ce qui concerne le climat, j'ai pas assez insisté là-dessus, je crois. C'est la vitesse à laquelle les choses se déroulent. Ça va de plus en plus vite, comme une locomotive qui serait lancée. Au départ, c'est lent, et puis c'est de plus en plus rapide. Et maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. C'est vrai que ça urge. Alors, dire qu'il faut tout décider dans les 10 ans, c'est exagéré. Hein, si on décide de rien dans 10 ans, ça ne sera pas quand même foutu. On ne pourra peut-être arriver à ce que le réchauffement, ça soit 4 degrés au lieu de 5. Eh bien, si c'est 4 degrés au lieu de 5, c'est beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà ma version un peu optimiste des choses. Je ne sais pas si peu optimiste que ça, mais enfin voilà, c'est mon ressenti. Merci beaucoup. Alors du coup, je vais passer aux questions. La première, elle concerne ta slide sur les couplages en général. Pardon. La question de Timéo, c'était quelle interaction il y a par exemple entre la cryosphère et l'atmosphère? La première des interactions, c'est que c'est la neige qui forme la glace. Et la neige, c'est l'atmosphère qui précipite. Donc, au lieu d'avoir de la pluie, on a de la neige.
Donc ça, c'est l'action de l'atmosphère sur la glace. Autre action de l'atmosphère, les vents chauds qui soufflent parfois sur la glace et qui la font fondre. Et puis l'action de la glace sur l'atmosphère, c'est pas direct, hein, sauf qu'il fait froid au voisinage immédiat de la glace, mais c'est surtout que la glace, ça réfléchit la lumière du soleil et que ça a donc un effet de rétroaction positive. Hein, ça augmente l'énergie qui est absorbée, la fonte de la glace augmente l'énergie qui est absorbée par la Terre. Voilà. Ok. Je passe sur une autre question sur les couplages. C'est Gauthier qui demandait les océans sont donc capables d'émettre du CO2? Point d'interrogation. Et je crois qu'il y avait même une question de jusqu'à quand? Ah ben, ils sont capables d'émettre du CO2, oui. C'est même l'une des causes des grandes variations climatiques qui ont eu dans le passé. C'est la variation de la capacité de l'océan à absorber le gaz carbonique. Alors, pourquoi l'océan peut absorber du gaz carbonique? Écoutez, je vais prendre un exemple simple. C'est une explication qui est incomplète, mais enfin quand même, qui parle bien. Lorsque vous buvez du coca, ou de la bière ou du champagne si vous préférez, hein, bon. Mais lorsque vous buvez du coca, quand le coca est froid, vous ouvrez la boîte ou la bouteille, ça ne déborde pas. Si le coca est chaud, ça déborde. Et pourquoi croyez-vous que ça déborde? Ben parce que le gaz carbonique qui est dedans se libère. Le coca, qui est en fait de l'eau, hein, contenant du gaz carbonique, quand il est chaud, ce coca peut moins en conserver à l'intérieur du coca lui-même. Et donc, il y a une concentration de gaz considérable entre la limite du gaz carbonique et la capsule. Et quand vous enlevez la capsule, pouf, tout sort. Et bien, c'est à peu près ce qui se passe pour les océans. Les océans chauds rejettent du gaz carbonique. Les océans froids absorbent le gaz carbonique. Le bilan global est très nettement en faveur de l'absorption, actuellement. Ok. Mais en fait, voilà, ma question, c'est de jusqu'à quand, en fait, c'était Gauthier qui demandait jusqu'à quand les océans pourront stocker de la chaleur. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Ah non, non, parce que là, j'ai pas d'idée comme ça. Dans les modèles, cette rétroaction est prise en compte, mais pour le moment, je n'ai pas d'informations. Je ne peux pas répondre à ça, d'informations sur le moment où le bilan deviendrait totalement inversé. C'est-à-dire, au lieu d'absorber, ils émettent. Je pense qu'on n'a pas encore rencontré ça dans les modèles, sinon ça aurait été publié. Ok. Autrement dit, dans les efforts, dans les projections des modèles, c'est-à-dire jusqu'en 2100, 2300, puisqu'il y a des projections jusqu'en 2300, on n'a pas dû rencontrer ça encore. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'ils absorbent la même quantité. Ils continuent à en absorber, ils en absorbent moins. Globalement, ils sont encore des puits de gaz carbonique globalement. Ok. Il y avait une autre question qui concerne la montée des eaux. C'était Jean-Guy qui l'a posée. Est-ce qu'elle n'est pas majoritairement causée par la dilatation thermique de l'eau? Et il voulait savoir si tu avais des sources à lui conseiller. Dans le chat, on lui avait parlé du GIEC 2013 et de NOAA en 2017. Alors, LOA, je ne vois pas, je regarderai tout à l'heure. Le GIEC, oui, bien sûr. National Oceanic and Atmospheric Ah, Administration. d'accord, ok, oui, bien sûr. Il a la référence complète, là, j'espère. Je sais pas, c'est Olivier qui avait répondu, donc moi je maîtrise Ah rien bah, du tout. on regardera tout à l'heure et éventuellement on lui enverra la Oui, référence. Euh, oui, l'essentiel de l'augmentation des niveaux de la mer actuellement, c'est encore la dilatation des océans. Mais la partie qui provient de la fonte, et plutôt, je préfère employer le mot dislocation, hein, de la calotte glaciaire du Groenland et de l'Antarctique ouest, est devenue beaucoup plus importante qu'on ne le pensait dans le rapport du GIEC. Et actuellement, c'est une partie importante, je n'ose pas dire le chiffre parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais
on le considérait comme presque négligeable, ça ne l'est plus du tout. Et ce serait la raison essentielle pour laquelle, vers 2100, on pourrait dépasser 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer. Mais pour le moment, c'est bien la dilatation de l'océan qui est la cause principale de l'augmentation du niveau de la mer, oui. Ok. Voilà. Il y avait une question sur les forçages. Timéo qui demandait est-ce qu'un forçage est produit par tous les aérosols ou est-ce que ça dépend de ses composants comme certains gaz? Alors, les aérosols ne sont pas des gaz. Hein. Donc, ça peut dépendre. Oui, de la même manière que les gaz, peut-être, qu'il veut dire. Peut-être j'ai pas plus oui, précis non, comme ça question. va. Le forçage dont je parle, celui de moins 1 watt par mètre carré, moins 0,9 watts par mètre carré, c'est le forçage de tous les aérosols. Alors, il y a des aérosols qui sont produits par l'activité humaine, mais il y en a qui sont produits de façon tout à fait naturelle. Par exemple, l'une des sources principales d'aérosols, ce sont les embruns. Le vent produit, le vent à la surface de l'océan, produit des petits embruns qui sont des petites particules qui restent en suspension dans l'atmosphère. Ce sont des aérosols. Il y a aussi le fait que dans l'aérosol, que dans l'atmosphère, il y a tout à fait normalement du dioxyde de soufre. Et que ce dioxyde de soufre finit par s'oxyder, devenir de l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique est très hydrophile. Et il y a des petites molécules de vapeur d'eau qui s'assemblent autour du dioxyde de soufre et de l'acide sulfurique, et ça forme encore des petites gouttes. Et puis, il y a tout simplement des poussières qui sont mises en suspension par le vent. Et il ne faut pas confondre avec les tempêtes de sable, mais enfin, c'est le même phénomène, c'est de l'érosion. Et ces petites poussières sont très petites, elles sont transportées très très loin, puisque les poussières sahariennes, on les mesure par exemple jusque dans les Caraïbes. Donc, tous ces différents aérosols ont chacun leur effet sur le bilan radiatif. Ils réfléchissent, ils absorbent un peu la lumière, ils réfléchissent plus ou moins la lumière suivant leurs caractéristiques et leurs dimensions. Ils interagissent aussi avec les gouttes des nuages, ce qui fait que les choses sont extrêmement compliquées finalement. Et le bilan que j'ai donné tout à l'heure de moins 0,9, c'est la totalité des effets. Et un peu plus tard, j'ai parlé de moins 1 watt par mètre carré qui allait peut-être disparaître et qui serait susceptible de nous amener à un forçage qui atteindrait les 8 watts et demi par mètre carré. Eh bien là, c'était le seul forçage des aérosols d'origine anthropique, c'est-à-dire ceux qui résultent de la combustion du charbon et du pétrole et des gaz. Voilà. Ok. Alors, question suivante. Ça concerne les volcans. Eric qui demandait les panaches de fumée sur plusieurs semaines comme celui du volcan. Alors, je précise, c'est un nom imprononçable, donc je vais y aller au feeling. Ça donne Eyjafjallajökull. Il y a quelques années, est-ce qu'elles ont une vraie influence? Donc, les panaches de fumée sur les volcans. Oui, alors, ce volcan dont je ne vais pas essayer de retenir le nom, plus exactement, je le retiens, mais je suis incapable de le prononcer non plus. C'est un volcan qui est islandais. Et l'éruption de ce volcan a provoqué l'interruption des vols au-dessus de l'Atlantique pendant quelques semaines. Et c'était il y a quelques années. Donc c'est pour ça qu'il est célèbre. Mais cette éruption volcanique n'a pas eu d'influence. Très peu d'influence sur le climat, pratiquement pas. Parce que c'est spectaculaire, hein, ça éjecte des cendres, etc. Mais si les cendres sont éjectées, plus les cendres sont grosses, en fait, moins elles restent longtemps dans l'atmosphère. Et pour que ça ait un effet sur le climat, quoi que ce soit que vous fassiez, que ce soit un gaz, que ce soit des particules, donc des aérosols ou même des nuages, pour que ça ait un effet sur le climat, il faut que ça reste longtemps dans l'atmosphère. Et pas seulement 8 jours, 15 jours, 3 semaines. Il faut que ça reste des semaines, des mois. Et les éruptions volcaniques qui ont un effet sur le climat sont des éruptions qui envoient dans la stratosphère une quantité considérable d'aérosols. Alors, pas d'aérosols, pardon. Des quantités considérables de soufre, sous forme de dioxyde de soufre. Et les envoie très, très haut dans l'atmosphère, dans la stratosphère. Là, ce soufre, ce dioxyde de soufre,
s'oxyde avec reforme de l'H2SO4, d'acide sulfurique, forme donc des petites gouttelettes, sauf que dans la stratosphère, il n'y a pas de convection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation. Les particules vont rester très longtemps, vont rester des mois, et se mettre à tourner autour de toute l'atmosphère. Ils vont s'étendre. Et là, on va commencer à avoir un effet qui va être un effet bœuf. Et c'est arrivé en particulier avec le volcan Pinatubo, qui a eu une éruption en 1992 et qui était aux Philippines et qui a ainsi provoqué un refroidissement tout à fait notable d'à peu près un demi-degré sur la planète pendant quelques mois. Et ça, oui, c'est possible. Et des grands événements climatiques dans le passé sont aussi dus à une succession d'éruptions volcaniques. En particulier, certaines, on parle comme ça d'une extinction, d'une des grandes extinctions qui est due à une succession d'éruptions volcaniques. Il y a quelques dizaines de millions d'années. Au suivant. Oui, alors il y avait une question de Jean-Guy sur les moments où tu parlais des bifurcations, sur les scénarios qui peuvent changer brutalement. Est-ce que ces bifurcations, ces non-linéarités, elles peuvent perturber la linéarité des concentrations en émissions de gaz à effet de serre et la température? Ah ben, la température, c'est sûr. Si on a une bifurcation comme ça, on rentre dans un climat complètement différent avec des températures différentes. Alors, on risque alors d'avoir tout un ensemble de conséquences qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Hein, on est dans des systèmes complexes. Je pense qu'il faut bien avoir en tête, j'ai présenté tout à l'heure ce qu'était le climat, en montant tous les sous-ensembles qu'il y avait. C'était bordélique, c'est compliqué, quoi. Hein, mais en fait, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre tout et d'intégrer en même temps. Le climat, ça réagit, c'est l'ensemble de ces choses-là. Si on a une perturbation du climat qui est une bifurcation totale, c'est l'ensemble des systèmes qui vont réagir, chacun avec leur constante de temps. C'est-à-dire que l'océan va réagir, l'atmosphère va réagir immédiatement, en quelques jours. L'océan va réagir en quelques semaines ou quelques mois, quelques années pour l'océan profond. La glace, hormis bien sûr la dislocation de la glace qui se fait très brutalement, mais hormis la dislocation de la glace, ça va prendre du temps. La géosphère, tout ça, ça prendra beaucoup plus de temps. Mais il y aura même des conséquences sur la géosphère, parce que les glaciers, ça a des conséquences sur la géosphère. Les vallées glaciaires, tout le monde connaît. Donc, oui, une bifurcation climatique, ça sera quelque chose de tout à fait conséquent sur tous les éléments de la planète, et y compris, bien sûr, sur les sociétés humaines. Il y a une question qui est très en lien, mais il faut que je décrypte, il faut que je décrypte les abréviations. Je suis très nul pour ça. Wow. Oui. Juste rapidement, en fait, Jean-Guy précisait sa question. Et la question était de savoir s'il pouvait y avoir des changements suffisamment puissants pour décorréler concentration des gaz et variation de température. Ah, ok, donc température, c'était bien ça. J'étais pas sûr, merci. Ah non, je pense que de toute manière, alors décorrélé, on verra des choses qui seront totalement indépendantes de la concentration en gaz carbonique, mais si l'effet de serre, lui, va continuer à exister. Donc, si on a par exemple libération de clatrate, les clatrates, ce sont des hydrates de méthane, ça veut dire qu'on va mettre du méthane en grande quantité dans l'atmosphère. Or, le méthane a un effet de serre qui est une vingtaine de fois plus puissant que le gaz carbonique. Simplement, il reste moins longtemps. Il reste moins longtemps parce qu'il se transforme en gaz carbonique. Mais si on met des quantités énormes de méthane dans l'atmosphère, ça va être à l'origine d'une bifurcation, mais ça sera par l'intermédiaire d'un effet de serre augmenté. Je ne vois pas ce qui pourrait, rien n'empêchera l'existence de l'effet de serre et son augmentation si on augmente la concentration de gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend vraiment par corrélation. Est-ce que c'était une corrélation linéaire ou simplement comme ça, qu'il y a une relation entre l'un et l'autre? Ça, je ne sais pas. Il faudrait que précise la question encore. Ok, je vais voir si Jean-Guy peut préciser ce qu'il entend par linéarité. Ah,
Ah oui, non, mais là, s'il y a une déstabilisation du manteau, non, là, non, je crois pas quand même. Enfin, non, 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 non. Non, ce qu'il y a de catastrophique avant toute chose serait d'imaginer qu'il y a un emballement de l'effet de serre. L'emballement de l'effet de serre, c'est ce qui a dû se passer sur Vénus. Si ça vous intéresse, cette question d'emballement d'effet de serre, j'ai fait un dossier sur Futura Science. Je vous invite à le regarder. Vous verrez que l'emballement de l'effet de serre, c'est extrêmement peu probable sur Terre. C'est quasiment impossible. Il faudrait que l'éclairement solaire augmente. Et augmente de façon significative. C'est-à-dire que ce que le Soleil nous envoie augmente de façon significative. Or, ça, c'est pas possible. Donc, l'emballement d'effet de serre à la mode Vénus, c'est hors de propos. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un emballement comme ça pour que la vie devienne très, très difficile sur la Terre. Hein. Ok. Ah, du coup, il te précisait que c'était une réponse à une autre question. Moi, je vais te poser la suivante. Est-ce que selon toi, on a une idée de l'influence des mesures de confinement et donc du ralentissement des diffusions de GES par l'homme sur 2 mois pour à peu près 4 milliards d'habitants tel qu'on vient de le vivre? Moi, j'ai répondu en partie à la question en précisant que le Haut Conseil pour le climat craignait les effets rebonds et que du coup, c'était oui, c'est positif, mais il faut être vigilant. Oui, alors, on a des chiffres quand même. On sait que les 3 mois qui viennent de s'écouler, hein, avec avant le confinement en Europe, il y avait le confinement en Chine quand même. Et les 3 mois qui viennent de s'écouler ont produit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 7%. 7, pas 70, hein, 7%. Sur l'année, ça représentera à peu près. Non, attendez, c'est 7%. Ça correspondrait à 7% sur l'année. Si ça s'arrêtait maintenant, les émissions de l'année 2020 seraient de 7% inférieures à ce qu'elles étaient en 2019. Je suis clair là? Ça va? 7% de moins qu'en 2019. Ça fait peu de choses. Hein. Ça veut tout simplement dire que on a une année, en fait une année blanche, quoi. Une année pendant laquelle la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère n'aura pas augmenté ou peu. Et en fait, il y a les mesures récentes à l'Observatoire de Mauna Loa montrent que la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère a recommencé à augmenter. Alors, ça demande à être validé avec d'autres mesures un peu partout, mais comme la Chine a repris pour une bonne part le chemin du boulot, c'est tout à fait possible. Donc, c'est pour dire que au mieux, on gagnerait une année. Mais ça ne change rien sur le fond du problème climatique. Okay. La concentration ne diminuera pas. Hein. La concentration cette année va continuer à augmenter. Elle ne diminue pas, la concentration. Elle augmentera. Ouais, juste pour compléter un tout petit peu ce que tu dis, j'ai fait justement quelques calculs pour que les gens qui assistent au webinaire comprennent bien. Donc, l'ordre de grandeur des émissions de gaz à effet de serre par an en ce moment, il est entre 35 et 40 gigatonnes par an. Ouais. Donc, si on gagne ces 7% sur toute une année, ça représente que finalement 1 gigatonne et demie. Alors que, comme tu nous disais, dans l'atmosphère, il y en a déjà 2000. Et donc, effectivement, peut-être qu'au lieu d'avoir émis 38, on n'en aurait émis que 37. Donc, effectivement, l'impact sur le climat qui est lissé sur 30 ans, il va être vraiment extrêmement faible. Et ce qui est à noter aussi, et ce qui est indiqué dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, c'est que ce ralentissement qui, pour la France, a été de l'ordre d'une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est même pas la réduction dont on a besoin pour tenir un objectif de 2 degrés. Et oui.
il faudrait faire encore plus que ça si on veut tenir des objectifs de réchauffement de plus de degrés. Encore Donc, plus, et pas seulement pendant 3 mois. et pas seul, oui, oui, et il faudrait tenir ça toute l'année pendant des dizaines d'années. Ah ben, merci pour tous ces chiffres supplémentaires et ces apports. Là, je vais aborder des questions un peu plus, on va dire, politiques, qui reviennent, qui sont de l'ordre de notre avis sur la politique. Donc, Gauthier demandait, est-ce qu'il y a, selon toi, des pays qui sont en tête de course pour l'application locale des recommandations du GIEC? Pas la France, en tout cas. En queue de peloton, pas la France non plus, d'ailleurs. L'Europe est quand même relativement bien, mais n'applique pas vraiment les recommandations. Costa Rica, oui. Je crois que oui. Non, je ne vais pas répondre à ça parce que je vais dire des bêtises. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé dès le début que c'était des questions qui sont plus difficiles à traiter parce que ce ne sont pas seulement des données scientifiques, mais qui dépendent de l'analyse qu'on fait des territoires, etc. C'est très compliqué. On peut Merci. trouver l'information sur le net, hein, mais là, je ne l'ai pas sous les yeux. Je vais te poser la question suivante dans ce cas. Michel demandait quelle est la puissance des climato-sceptiques dans le domaine de la science et dans l'information générale des citoyens actuellement? Alors, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites quant à la production scientifique pour essayer de savoir quelle était la valeur du consensus, c'est-à-dire ce que pensaient en général les scientifiques, mais je parle des scientifiques. Vous savez, quand vous parlez de scientifiques, il y en a qui n'y connaissent strictement rien, c'est pas du tout leur domaine. Hein, c'est un peu comme si vous alliez voir un ophtalmo quand vous avez un problème cardiaque. Et encore, ils ont fait quand même quelques années de médecine en commun. Il y a donc des scientifiques. Quand je parle de scientifiques, je parle de chercheurs qui publient dans les journaux qui traitent des problèmes liés au climat et pas dans celui qui publie dans Physical Reviews ou dans Astrophysical Journal, hein, ou dans The Lancet. Dans des articles climatiques. Alors, il y a eu une enquête qui a été faite là-dessus qui montre que on est à plus de 97% même des scientifiques qui publient en accord et qui, d'une manière ou d'une autre, hein, dans leurs publications, sont en accord avec l'idée que le réchauffement actuel est d'origine anthropique. Il y en a donc à peu près 3% qui, parmi les... Alors, on parle de vingtaine, je pense, de 20 à 30 000 publications différentes. Hein. Et parmi ces 3%, quelques-uns sont des scientifiques, chercheurs dans le domaine, et qui sont des chercheurs de qualité. Il n'y a pas de problème. Mais ils travaillent sur un domaine particulier sur lequel ils ont vraiment une compétence, et ils élargissent cette compétence un peu trop. Et vous savez, les problèmes d'ego parmi les scientifiques, ça existe, hein, parce que un scientifique, c'est pas très bien payé, et que donc il travaille pour la gloire. Et s'il travaille pour la gloire, évidemment, il a besoin qu'on parle de lui. Et donc, quel est le meilleur moyen de parler de soi actuellement? C'est de gueuler très fort. Vous avez des exemples. Hein. Vous avez un exemple récent avec le Covid-19 de quelqu'un qui a gueulé très fort en disant que la chloroquine était un médicament extrêmement efficace et que lui, il savait s'en servir. Bon, on a exactement l'équivalent en matière de climat avec des chercheurs. Alors, le chercheur auquel je pense, c'est Richard Lindzen. C'est un Américain qui est un chercheur excellent, hein, il n'y a aucun problème, mais il veut absolument pas entendre parler du réchauffement climatique. Pour lui, c'est pas possible que ça soit de cause humaine. Dieu y a veillé. Alors, le poids des climato-sceptiques maintenant en France et en Europe, il est assez faible. En France, il est beaucoup plus faible qu'il n'a été parce qu'il y a eu toute une époque autour de l'Allègre, si vous voulez, où à l'Académie des sciences,
en fait, ils étaient majoritaires. Et puis progressivement, la majorité a basculé complètement à l'Académie des sciences. Maintenant, j'ai pas mal de mes anciens collègues qui sont académiciens, et dont Jean Jouzel, Hervé Le Treut, si ça vous dit, si c'est long, vous dites quelque chose. Et la majorité ayant changé, le poids scientifique en France des climato-sceptiques, il est devenu très faible, et il est devenu faible aussi dans les médias quand même. Hein, bien que les médias aient une certaine tendance à vouloir toujours avoir un représentant de chaque bord. Vous savez, les choses s'équilibrent. Vous avez 3% de personnes d'un côté, vous en avez 97% de l'autre. Donc, les 97% sont représentés par un et les 3% sont représentés par un. Donc, comme ça, après, ils peuvent compter les points. Et dans les médias, on aime bien les scores genre match de foot. D'où une surreprésentation dans les médias des quelques climato-sceptiques, et des climato-sceptiques spécialistes du domaine en France, il n'y en a pas. Alors maintenant, politiquement, aux États-Unis, ils sont quand même encore assez puissants, et vous savez où on les recrute, hein, on les recrute dans tout le milieu des États-Unis qui votent républicain. C'est ça, et pour compléter, dans les climato-sceptiques dans les réseaux sociaux, vu que je suis très présent là-dessus et que voilà, j'ai l'occasion de voir quelques commentaires climato-sceptiques sur notre groupe Facebook Citoyens pour le climat. Les arguments qu'ils vont utiliser, c'est un peu ce que tu as dit, Yves, c'est que ils vont utiliser des formules le doute est permis, soyons humbles, ayons l'esprit ouvert, en essayant de sous-entendre qu'il y a un rapport équivalent de 50% de plausibilité pour que le changement climatique ne soit pas réel, et 50% de l'autre côté, alors que c'est complètement faux. Et du coup, voilà, les climato-sceptiques essayent de jouer sur ces arguments alors que ça ne marche pas et ça ne correspond pas à la réalité. Et dans les réseaux sociaux, c'est très compliqué parce que il suffit de gueuler très fort et ça passe très vite, ça se diffuse très vite. Et si on ne contredit pas, ça devient la réalité. Et C'est la technique du marteau sur le clou. voilà, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, il y a toujours un vrai effort à faire pour informer factuellement, pour limiter l'influence des climato-sceptiques, et c'est un effort de tous les jours qui est autant pour les scientifiques que même pour les community managers, du coup, qui sont à gérer ce genre de tentative de remettre en question le consensus scientifique. Est-ce que Alors, vous je avez regarde un d'autres... peu le forum de Futura Science, et je dois dire que les climato-sceptiques, ils sont quand même, y étaient très présents. Ils sont un peu moins présents parce que, de temps en temps, on leur a gentiment dit qu'ils devaient aller se promener. Parce que discuter, à la fin, c'est pas possible, quoi. Il y a des moments où j'en ai marre. Je veux dire, c'est vraiment crevant, quoi. Répéter tout le temps les mêmes choses et avoir les arguments que tu citais, quoi, qui sont assez désarmants. C'est C'est ça, désarmant nous, pour un scientifique de voir que face à une preuve, hein, ou à un raisonnement complet, on oppose une conviction. exactement. Et en fait, c'est sur ce terrain-là, sur les réseaux sociaux, que des compétences de communicants sont pas mal intéressantes, parce qu'ils vont faire appel sur des sentiments, des convictions, des croyances, sur de la pseudo scientifique sur la base de l'humilité. Et nous, en fait, on a, comme on n'est pas, comment dire, lié à la science, on peut se permettre d'utiliser des formulations du style ah le consensus est là, votre raisonnement il va pas, et moi je me sens pas je me sens pas sali en tant que community manager pour faire quelques raccourcis pour lutter contre le climato-scepticisme. Et en tout cas, oui, c'est vital de continuer à le faire, parce que de temps en temps, ça revient. Et ensuite, quelques petites tactiques, c'est que sur les réseaux sociaux, si vous voyez un climato-sceptique,
Vous répondez une fois ou deux, mais ne vous attardez pas parce que plus vous commentez, plus vous donnez de la visibilité à leurs opinions et c'est dommageable pour toute la cause. Il ne faut pas nourrir le troll. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous voulez intervenir sur un autre sujet? Ah bah tiens, Jean-Guy, en parlant de cette énergie qui va diminuer, est-ce que vous suggérez une décroissance annoncée en référence à ce que Jean Covici peut dire apparemment? Bah, je ne vois pas très bien comment, dans un monde fini, on pourrait avoir une croissance infinie. Ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir s'arrêter de croître. Pourtant, on a des problèmes qui nécessitent absolument la croissance dans certains domaines. Il y a actuellement 800 millions de personnes qui ne mangent pas leur faim. Autrement dit, il va falloir essayer d'obtenir la décroissance dans certains domaines et la croissance ailleurs. Je pense que ça, c'est inévitable. Et puis, si on ne le fait pas, vous savez, on avait deux solutions. Hein. Ou bien on essaie de ralentir, de freiner, ou bien on s'arrête brutalement dans le mur. En dehors de ça, il n'y a pas de solution, comme vous foncez tout droit. Et donc, ou bien la décroissance est acceptée, on essaye de la gérer et on le fait le plus vite possible, ou bien on la prendra d'un seul coup d'un seul, et elle sera brutale, violente, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ok. Jean-Guy, vous voulez peut-être prendre la parole pour parler de ce que vous venez d'écrire sur réduire les inégalités en tirant des deux côtés. On a quelques minutes de discussion qui peuvent être ouvertes. Hein. Vous pouvez allumer votre micro sans problème. Mince. Bon, du coup, il y a Lucas qui pose une question à l'écrit. Est-ce que des scientifiques experts de la question climatique sont associés aux différents secteurs qui ont besoin de prospective dans les prises de décision aujourd'hui, en dehors du Haut Conseil pour le climat, qui a un rôle consultatif, semble-t-il, à Lucas? À ma connaissance, là, si c'est vraiment autre chose qu'un rôle consultatif, ma réponse est non. Je ne crois pas me tromper. C'est possible, hein, mais je ne pense pas me tromper. Je crois que la réponse est non et qu'elle est non pour à peu près tous les pays. Non, à ma connaissance, non. Ceci dit, c'est aux politiques de prendre des décisions. Hein. Dans la mesure où ce que je disais dans un de mes transparents, c'est aux citoyens de choisir ses priorités. C'est pas aux scientifiques de le faire. Et en tant que citoyen, je m'exprime, hein, il n'y a pas de problème, et je vote, bien sûr. Mais c'est pas en tant que scientifique que je vais imposer quelque chose, parce qu'il y a d'autres priorités dont il faut absolument tenir compte. Le fait qu'il y ait des gens qui crèvent de faim dans une pipe. Il y a le Covid-19 actuellement. C'est encore plus urgent, évidemment, c'est plus urgent que le réchauffement climatique. Ceci étant, dans quelques mois ou quelques années, le Covid-19, on n'en parlera plus ou peut-être comme une espèce de grippe rémanente qui viendra nous enquiquiner tous les ans, mais on vivra avec et ça ira. Avec le réchauffement climatique, on ne s'en sortira pas avant des siècles. On ne reviendra même pas à l'état actuel des choses. Bon. Tu as encore une autre question? Non, pour l'instant, non. J'attends peut-être des personnes, si elles veulent s'exprimer à l'oral, pour partager leurs ressentis, je sais pas, sur... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour partager des choses? Je crois qu'il y a de moins en moins de monde. Bon, il n'y en a pas tant que ça, moins que tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on approche des 2 heures, peut-être. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, regarde, tu as des remerciements d'Eric. De toute manière, Merci, Eric. bon, tu as une petite question. On va prendre cette dernière question avant de clore. Est-ce que tu as un conseil à donner aux enseignants et médiateurs qui s'adresseraient à des personnes curieuses mais non renseignées? Le net est là. Hein. Je pense que je conseillerais assez volontiers d'aller regarder le site de Jean-Marc Jancovici.
Les dossiers que j'ai fait sur Futura Science, bien sûr, mais c'est moins complet. Je pense que le dossier de Jean Covici est pas mal quand même. Mais on peut s'informer aussi sur le site de Météo France, c'est déjà plus technique. Si on veut s'informer, je pense que le site de Jean Covici est bien fichu. Il y a Olivier qui veut prendre la parole. Je vais lui passer le micro. Oui, juste pour répondre, alors vraiment sur la partie enseignant et Franck qui fait partie de Citoyens pour le climat aussi a donné le nom. Donc sur le site de Citoyens pour le climat, il y a tout un ensemble de posters qui servent à sensibiliser les publics plutôt adultes. Mais pour ce qui est des enseignants et donc un public plus enfant, on travaille justement pour transformer ces outils de vulgarisation et les adapter en particulier pour le cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, et le cycle 4, 5e, 4e, 3e. Alors malheureusement, avec le Covid, avec le démarrage de ces webinaires qui, pour avoir fait celui de la semaine dernière, prend beaucoup de temps à préparer, ce projet-là a été un petit peu mis en attente tout simplement parce que on ne peut plus rentrer dans les écoles aussi facilement. Mais clairement, on fait ça. Et comme le mentionne Franck, on le fait avec un partenaire qui est Avenir Climatique, qui avait déjà des kits pédagogiques très complets. Et puis, on le fait avec un groupe que vous pouvez trouver sur Facebook qui s'appelle Prof en Transition, qui est un regroupement de au moins 20 000 enseignants. Et donc, on leur fera relire les supports. Et puis ensuite, ils nous aideront à diffuser tout ça dans les écoles. Mais clairement, c'est une des orientations que Citoyens pour le climat a pris dès le milieu de l'année dernière. Ceux à qui il faut aller parler, parce que c'est ceux qui seront le plus confrontés à ce changement climatique, c'est clairement les jeunes. Et oui, en plus, les profs, ils ont un effet démultiplicateur. 20 à 30 élèves par classe, ça fait vite quand on est 20 000 après. Voilà, je pense que on va clore là-dessus. Donc, merci beaucoup Yves d'avoir présenté cette conférence, d'avoir été là pendant les 2 heures entières. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous ai donné tous les liens nécessaires. La semaine prochaine, webinaire sur les transports, sur comment se déplacer et les liens avec le changement climatique. Ce sera Vincent qui va présenter celui-ci. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente semaine. Je ferai les annonces des événements dès demain et je ferai la promotion de ces événements durant la semaine. Donc, n'hésitez pas et le replay dans quelques jours. Merci à tous et à bientôt.